Alors, de la même manière que ce que nous avons fait pour détecter là où se trouve un maximum ou un minimum global, j'ai envie de dire, avec des conditions suffisantes, des conditions nécessaires d'abord pour avoir un maximum ou un minimum, et puis des conditions suffisantes qui nous permettaient d'avoir ainsi un minimum ou un maximum, eh bien, on a envie de mettre un point 2 maintenant. Il y avait un point 1 comme ça. Ici, on va mettre un point 2 dans ce chapitre pour la détection, cette fois-ci, de minimum local, maximum local, et on peut dire également extrémum local pour désigner un minimum ou un maximum local. Et donc tout d'abord, qu'est-ce que ça va être un maximum local ou un minimum local? Donc C est un maximum local si pour tout x, alors je vais dire d'abord il existe, je vais d'abord dire si il existe un intervalle ouvert alpha bêta tel que pour tout x appartenant à cet intervalle alpha bêta inter le domaine de la fonction f, eh bien j'ai f de x qui est inférieur ou égal à f de c. Voilà un maximum local. Vous voyez, il y a un petit intervalle alpha bêta qui contient c, forcément qui contient c. Je vais mettre ça comme ça. C est inclus et il appartient à cet intervalle alpha bêta. Il y a un petit intervalle alpha bêta, C appartient, ce que j'ai écrit là, C appartient à alpha bêta. Donc il doit exister un alpha bêta donc, qui est autour de C et qui est tel que dans tous les x qui sont dans cet alpha bêta et qui sont également dans le domaine de la fonction, je vais y revenir dans 2 secondes, eh bien on a fx qui est plus grand ou égal à f de c. Alors avant d'aller plus loin dans cette définition, tout de suite, on peut écrire naturellement, si c est un minimum local, c est un minimum local si il existe alpha bêta qui contient c pour lequel pour tout x appartenant à alpha bêta inter domaine de f, j'ai f de x qui alors est plus grand ou égal à f de c. Ben oui, pour un minimum local, f de c est plus petit ou égal à f de x pour tous les x. Encore, notez bien, on parlera de minimum ou de maximum strict, local, local strict, mais on peut aussi utiliser cette définition pour le maximum et le minimum global. Mais donc je vais mettre ici, ce qui est intéressant, c'est le mot strict, c'est-à-dire local maximum ou minimum local strict, c'est quand on a pour le minimum donc f de x qui est strictement plus grand que f de c ou fx strictement plus petit que f de c. Donc c'est le seul changement, si vous voulez, qu'il y a dans cette définition ici. Si je vais écrire nota bene ici. Si je veux décrire ce que c'est un minimum strict local, il faut qu'il existe AB qui contient un C tel que pour tout x appartenant, il existe alpha bêta, pardon, tel que pour tout x appartenant à alpha bêta interdomaine de f, là, eh bien j'ai f de x qui soit f de x pour un minimum local strict, il faut que pour tous les x soit tel que f de x est strictement plus grand que f de c. Pour un maximum local strict, il faut que pour tous les x qui sont ici, f de x soit bien sûr strictement inférieur à f de c. Voilà, c'est intuitivement assez clair, c'est pas compliqué à comprendre ça. Juste, voilà, si on veut se représenter simplement donc un maximum strict, admettons, un maximum, voilà, ici, j'ai
un minimum local strict. Ici, j'ai un maximum local strict. Hein, ouais. Et là, j'ai un maximum, un autre maximum local strict. Je pourrais alors avoir ici, vous voyez, si j'arrive comme une droite, là, comme un plat, et puis que je remonte, ce point-là, ici, c'est un minimum local, mais qui n'est pas strict. Donc ici j'ai X et ici j'ai Y. Alors, bon, il y a aussi ce truc de l'intersection pour tout X appartenant à alpha bêta interdomaine de F. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À un moment donné, on peut imaginer, je vais faire un axe un peu plus long, je vais vous dire, voilà, on peut imaginer qu'on a un X plus loin, et que cette fonction-là, hop, ici il y a un point tout seul, puis elle repart comme ça, et puis voilà qu'elle va jusqu'ici et qu'elle s'arrête là. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, le domaine de F, il s'arrête ici, il repart ici, donc là il y a un point du domaine de F. Ici, on va dire que voilà, on a le domaine qui repart ici, ici on a le domaine qui repart ici et qui arrête là. Je vais peut-être changer de couleur pour mettre ça en évidence. Voilà. Donc ici, on a le domaine en vert, c'est un intervalle fermé qui commence ici. Voilà pour le domaine, mais alors il repart, il s'arrête, et puis il est plus redéfini que pour un point, ici, admettons dans ce cas-ci. Et puis il va repartir ici, avec un intervalle fermé comme ceci. Ça, c'est le domaine de F. C'est le domaine où F est défini tel qu'on le connaît depuis le début. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pour ce point-là, prenons déjà ce point. Pour ce point qui est là tout seul ici, est-ce que je peux trouver un intervalle alpha-bêta autour de ce point tel que tous les x sont tels que f de x est plus grand ou égal, ou plus petit ou égal, ou strictement plus grand ou strictement plus petit que ce point-là? Ben oui, je prends un intervalle, peu importe sa longueur du moment qu'il n'arrive pas ici, et encore, il pourrait arriver là. Il y a un intervalle, il peut arriver ici, le alpha-bêta, il peut arriver ici, le alpha-bêta. Le alpha peut aller jusque là, le bêta peut aller jusque là. Et dans ce cas-là, ben oui, tous les f qui sont dans cet intervalle-là, ils sont plus petits que le f de ce point-là. Donc par conséquent, ce point-là est un maximum local, très clairement. C'est aussi un maximum local strict, puisqu'on voit tous les f sont strictement plus petits que le f de ce point-là. On peut même aller plus loin en disant ceci c'est aussi un minimum local strict, et même un minimum local. Pourquoi? Parce que si je prends alpha bêta qui est un petit intervalle ici, autour de ce point, un petit intervalle autour de ce point, si je prends donc ce alpha bêta inter le domaine de f, donc l'intersection de alpha bêta que j'aurais construit ici autour de ce point vert comme ça, et l'intersection avec ça et le domaine de f ce n'est que le point vert, cette intersection-ci ici se réduirait alors au point vert. Donc il y aurait un seul x, et donc ce serait un seul x qui appartient à alpha bêta, et ce x serait égal au c, dont on parle dans la définition. Et donc on a ici tous les f de x, il n'y en a aucun, il n'y a que c comme x, tous les f de x sont strictement plus petits, strictement plus grands, plus petit ou égal, plus grand ou égal que le f de c. Donc ici, ce point-là, si vous voulez, c'est un maximum, c'est un minimum local, c'est un maximum local, c'est pas un minimum global ou un maximum global, mais c'est un minimum local, un maximum local, un minimum strict local, un maximum strict local, ça ne pose pas de problème. De même pour ce point-ci, vous voyez, vous pouvez trouver un intervalle, et la fonction elle est constante là à partir de ce point-là. Ici, vous pouvez toujours trouver un intervalle autour de ce point-là. Si on considère que le point C, c'est ce point ici, c'est ce point ici maintenant. Ici, autour de ce point C, comment est f? F, il est plus petit ou égal, ou il est plus grand ou égal au f de ce point-là. Ici, exactement à la pointe là. Donc ce point-là, si vous voulez, c'est un minimum local et c'est aussi un maximum local. Il n'est pas strict, parce que tous les x qui sont dans l'intervalle alpha, bêta,
sont telles que dans ce cas-là, pour cet intervalle alpha-bêta qu'on va choisir, alpha ici jusque bêta ici, si vous voulez, ben on va avoir beaucoup de f de x qui sont exactement égaux à f de c, si c se retrouve ici. Alors ce point-là, par exemple, ce point-là, si on considère que ça c'est le point C, ben, autour je trouve un voisinage tel que f de x est supérieur ou égal à ce point-là. Donc ça c'est aussi un minimum local. Et alors je continue, ceci c'est un maximum local qui est peut-être même global, puisqu'il me semble être plus grand que tous les f. En tout cas, il est maximum strict local. Je peux toujours trouver un intervalle autour, ici alpha, bêta, tel que quand je fais l'intersection entre cet intervalle alpha, bêta et le domaine de f, ben, tous les x correspondant à cette intersection-là sont tels que f de x est strictement plus petit que f de ce point-là, ce c-là. Ceci est certainement aussi un maximum local strict. Ceci est également un maximum local strict. Voilà donc pour ces définitions de minimum, maximum, local, strict et même local par, et on voit ce local là, par différenciation si vous voulez, par différence avec la notion de minimum ou de maximum global, l'extrémum global. Voilà, ça c'est pour la définition. Et alors on va se dire quelles sont, encore une fois, les conditions qui vont nous permettre, les conditions suffisantes en tout cas, qui vont nous permettre d'avoir, de trouver un minimum ou un maximum local, strict ou non. Les conditions nécessaires, ça reste quand même les mêmes, c'est-à-dire que vous savez, en ce point-là, bah, il faut une dérivée qui est nulle. En ce point-là, il faut une dérivée qui est nulle. En ce point-là, il faut une dérivée qui est nulle. Là, en ce point-là, la dérivée, elle est nulle. Hein, oui, f est une constante là-bas, donc la dérivée, forcément, elle est nulle. Ben là, par contre, les dérivées sur les bords, elles ne sont pas définies. Hein. On n'a pas une fonction qui est dérivable. Donc, on ne peut pas dériver. En tout cas, les dérivées à gauche et à droite ne sont pas les mêmes, pour certains points où elles n'existent même pas. Donc, nous ne sommes pas en mesure de calculer les dérivées. On a donc ici des conditions nécessaires pour trouver un maximum ou un minimum local, oui. Et donc, si il y a en un point intérieur du domaine, donc quelque part là-bas ou quelque part là-bas, mais à l'intérieur du domaine, pas sur les bords, si on a un maximum ou un minimum local, eh bien, et que la fonction est dérivable à l'intérieur du domaine, alors à ce moment-là, nécessairement, il y aura en ce maximum local ou en ce minimum local un point stationnaire, c'est-à-dire un point dont la dérivée est nulle. Donc ces points-là satisfont celui-là, 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 satisfont cette idée de, euh, de point stationnaire pour la fonction dérivable. Celui-là aussi satisfait cela. Nous avons là-bas une dérivée nulle et nous avons donc voilà, s'il y a un maximum ou un minimum local, eh bien la dérivée doit être nulle. S'il y a un maximum ou un minimum local, on a un point intérieur d'un domaine pour lequel f est dérivable sur ce domaine. Donc on ne peut vraiment prendre en considération ici que les parties où f sont dérivables pour aller trouver un maximum ou un minimum local. Donc les conditions nécessaires, si vous voulez, restent les mêmes. Hein. On a bien une dérivée première qui est nulle. Hein, en un maximum ou en un minimum, c'est-à-dire que bah oui, la pente elle devient nulle à un moment donné, la pente de la tangente à la courbe devient nulle à un moment donné, on peut se représenter ça sans trop de difficulté. Mais alors, les conditions suffisantes maintenant pour aller trouver un maximum ou un minimum local. J'ai envie d'écrire, sûrement pas en vers, mais j'ai envie d'écrire un théorème qui va me donner
des conditions suffisantes d'extrémum, je vais peut-être mettre d'extrémum local. D'extrémum local. Et on va transposer les théorèmes qu'on avait vus dans le cas de la globalité. Je n'ai pas écrit ici le théorème de conditions nécessaires d'extrémum local parce qu'il est vraiment très proche de celui qu'on a vu précédemment. Oui, hein, on l'a dit, c'est sur la page précédente. Hein. Les conditions suffisantes, ben, il y a toujours, je vais prendre une fonction f qui au moins donc doit être dérivable, comme on a dit, il faut encore savoir où. Hein. Un point C qui est stationnaire. Et on va essayer de transposer cette idée de maximum global, maximum local, l'idée de maximum global, la transposer au maximum local. Vous savez, donc le maximum global, on avait dit, j'ai un seul point qui est stationnaire avec une fonction dont la pente va diminuer sans arrêt en passant par 0, puisque c'est stationnaire, c'est un point intérieur, et donc là, ça nous donnait des conditions suffisantes pour un maximum global. Pour un maximum local, comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire, il me faut un f' de x qui aussi est en train d'être positif au départ. Il est positif au départ, hein, et puis il est négatif après. Donc f' de x négatif. Donc il est positif pour tout x appartenant à, je vais dire, AC. Wow, je peux mettre le C dans l'intervalle puisque de toute façon, f' de C est égal à 0 parce que f est dérivable. Mais alors, f est dérivable où on ne l'a pas encore mentionné. Mais j'ai en tout cas pour tout x appartenant à AC, et pour, donc f' de x est plus grand ou égal à 0, et pour tout x appartenant à C, B, voilà, ici j'ai f' de x qui est plus petit ou égal à 0, donc dans ça, qu'est-ce que ça traduit? Ça veut dire une croissance à gauche de C et une décroissance à droite de C. Donc je vais prendre un f qui est dérivable sur AB maintenant, voilà, un segment AB. Alors, il faut trouver ce segment AB, bien sûr. Il faut trouver ce segment AB. Donc, il faut trouver un segment AB où f est dérivable. Ce segment AB peut être très petit, mais il doit contenir le point stationnaire. Il doit contenir le point stationnaire, C. Et puis, donc, si on a ça, ben, ça implique qu'on a un maximum local. On a un maximum local en C, f de C, donc f est maximisé au point C localement. Et de la même manière, ben, on peut changer encore une fois ces signes-là en disant, ben, si j'ai ici un plus petit ou égal et ici un plus grand ou égal, qu'est-ce que ça va signifier ça? Ben, ça va signifier une décroissance à gauche de C et puis une croissance à droite de C. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des conditions suffisantes pour avoir un minimum local. Un minimum local, puisqu'on sait que on a une dérivée première qui est d'abord, donc on a d'abord une fonction qui est décroissante, et puis une fonction qui devient croissante, et sa dérivée passe par 0. Donc forcément, on ne peut avoir que un minimum local. Alors que se passe-t-il maintenant si le signe de la dérivée ne change pas à gauche et à droite de C? Si f' de x est plus grand ou égal à 0 ici pour tous les x appartenant à AC et plus grand ou égal à 0 pour tous les x appartenant à CB. À ce moment-là, on ne sait pas. Peut-être que f' est égal à 0 sur tout AB,
auquel cas on a une constante, auquel cas donc f est une constante et auquel cas c est un maximum local et c'est un minimum local aussi. Mais si on se trouve dans le cas où on va dire f' de x, admettons, est strictement plus grand que 0, pour tout x appartenant à AC et f' de x est strictement plus grand que 0 pour tout x appartenant à CB. Remarquez que je prends des intervalles ouverts ici parce que en C, bien sûr, nous avons f' de C qui est égal à 0. Bien, ce cas-là, par contre, là, il nous dit quand même quelque chose. On a une pente de tangente qui est positive à gauche, positive à droite de C. Mais elle passe par 0 exactement en C. Ça correspond, regardez, ça correspond à une fonction qui aurait cette allure-là. Voilà, cette allure-là où on aurait le point C qui est ici. Vous voyez? On aurait le point C qui est ici. Il y a un changement de... Alors, vous voyez, la pente est positive, elle passe par 0, puis elle redevient, elle continue à être positive ensuite. Vous voyez? Il y a on verra, il y a un changement de concavité, c'est un point d'inflexion ici, mais dans ce cas-là, ben, on sait qu'en C, ce qu'on sait, c'est qu'en C, là, il n'y a pas d'extrémum. Ça, si vous voulez, ça implique que C n'est pas un extrémum. C'est f de C, hein, je vais peut-être mettre C, f de C. Le point C, f de C, C, f de C, n'est pas un extrémum. Et on a la même chose si on avait plus petit de chaque côté. On aurait C n'est pas un extrémum non plus. Si le signe ne change pas, donc un plus petit, ce serait ça. Hein, un graphe où on a un plus petit, voilà, ça ferait ceci avec un C qui est ici. Voilà, comme ça. Voilà, et la fonction qui s'écrit comme ça, comme une espèce de S renversée, là. Ben oui, dans ce cas-là, on a tout le temps une croissance ou tout le temps une décroissance d'une fonction avec un moment, un seul endroit, c'est où la tangente vaut 0. Donc une fonction dérivable là-dessus, sur AB, donc, hein, et en un seul endroit, on a une dérivée qui est nulle, et partout ailleurs, on a une fonction qui est soit croissante, dans le premier cas, ici, soit croissante dans le cas bleu, puis dans le cas mauve, soit décroissante. Voilà. Ça, c'est un cas où on peut déduire, là, vous ne pouvez pas trouver de petit intervalle alpha, bêta, on ne peut pas le trouver. Hein, si, le seul qu'on pourrait trouver, c'est alpha égale bêta. Hein. Donc le AB, si vous voulez, qui permettrait d'aller détecter un maximum ou un minimum comme ceci, ben, ça ne pourrait être que A égale B, alpha égale bêta. Il n'y a pas donc de minimum local ou de maximum local ici, sous ces conditions-là. Donc stricte croissance partout sauf en C ou stricte décroissance partout sauf en C. Et c'est vrai qu'on pourrait, pour bien mettre les choses au clair, dire ici, bah oui, alpha est différent de bêta, bien sûr. Alpha est différent de bêta. Ainsi, quand je définis un maximum local ou un minimum local, je dois prendre un petit intervalle, bien sûr, mais où alpha est bien différent de bêta. Sinon, si alpha est égal à bêta, ça voudrait dire que tous les points sont des maxima, sont des extrémas locaux sans problème. Donc voilà, ça c'est clair ici. Quand on a stricte croissance ou stricte décroissance avec un seul point, où on a une dérivée nulle, alors on ne peut pas en ce point avoir un extrémum. Voilà, ça c'est pour ces premières conditions suffisantes pour obtenir un maximum ou un minimum local. Ça c'est avec une fonction donc qui est dérivable. On va voir une deuxième partie de ce théorème avec une fonction f cette fois qui est deux fois dérivable. Deux fois dérivable, toujours sur un intervalle, alors sur un AB, mais ici je peux l'appeler I, hein, et j'ai C qui est intérieur et stationnaire, C qui est intérieur à I et qui est stationnaire, je prends ceci,
Et alors, je vais regarder maintenant la dérivée seconde en ce point C là. Et imaginons que la dérivée seconde est strictement positive. Donc ça veut dire que la dérivée première, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. J'ai une dérivée première qui augmente. Et en C, elle est strictement positive. Donc c'est une dérivée première qui en C est croissante. Ça rappelle quelque chose, ça, la dérivée première qui en C est croissante. Ben oui, c'est C qui est un minimum. Ça veut dire C est un minimum local. Et mieux que ça, il est même un minimum local strict. Si j'ai f de C qui est strictement plus petit que 0, ça veut dire que C est un maximum, en tout cas maximise, est un maximum local strict. Et enfin, si j'ai f seconde de C qui est égal à 0, on ne sait pas ce dont il s'agit. Je vais juste l'écrire ça pour essayer de bien comprendre ce dont il s'agit quand même. Donc quand j'ai f', je prends le premier cas, f seconde de C qui est strictement plus grand que 0. Donc si j'ai f seconde de C qui est strictement plus grand que 0, on traite le f seconde de C plus petit que 0 de la même manière. Donc ça veut dire que la limite pour h tendant vers 0 de f de C plus h, f' de C plus h moins f' de C, divisé par h, ça veut dire que cette limite-là est strictement plus grande que 0. Or, on sait que f' de C est égal à 0 parce que on a une fonction qui est dérivable sur i, c'est un point intérieur et il est stationnaire. Donc, en ce point qui est stationnaire en un point intérieur, ben oui, f' de C, c'est par définition. F' de C est égal à 0 quand C est stationnaire. Donc ça nous fait la limite pour h tendant vers 0 de f' de C plus h divisé par h qui est strictement plus grande que 0. Alors si je me mets à droite de C, donc je prends un h qui est strictement positif, donc je regarde à droite de C ce qui se passe. Si je prends h strictement positif, donc ça veut dire f' de C plus h qui est strictement positif aussi. Et si je regarde h strictement plus petit que 0, ben naturellement j'ai f' de C plus h qui est strictement plus petit que 0. Donc, par limite, par calcul de limite si vous voulez. J'ai f' de C plus h, j'ai la limite pour h tendant vers 0 de f' de C plus h qui est strictement plus grande que 0. Donc ça veut dire que pour des h qui tendent vers 0, j'ai un f' de C plus h qui est de plus en plus proche d'une grandeur strictement plus grande que 0. J'ai f' de C plus h plus précisément divisé par h, qui est de plus en plus proche d'une grandeur strictement plus grande que 0. Donc, c'est une grandeur qui, pour h très petit, il y a un h, si vous voulez, à partir duquel f' de C plus h divisé par h devient lui-même strictement plus grand que 0, tellement il se rapproche de la limite. Et donc, lorsque l'on a un f' de C plus h divisé par h qui est strictement plus grand que 0, avec un h qui est plus grand que 0, ça veut dire f' de C plus h qui est strictement plus grand que 0. Et on fait le même raisonnement dans l'autre sens, et donc on obtient, si h est plus petit que 0, ben oui, la limite pour h tendant vers 0 de f' de C plus h divisé par h, ben cette limite-là, elle est toujours positive. Et donc, on a une quantité f' de C plus h divisé par h qui, pour un h suffisamment grand, va être extrêmement proche de sa limite qui est strictement plus grande que 0. Donc, f' de C plus h divisé par h va devenir strictement plus grand que 0. Oui, mais h est
strictement négatif. Donc f' de c plus h doit lui aussi être strictement négatif. Donc en c plus h qui se trouve à gauche de c pour h négatif, on va avoir une pente de la tangente qui est négative, Et puis, lorsque on a f' de c plus h pour h strictement positif à droite de c, donc on va avoir une pente de tangente qui est strictement positive, strictement négative, strictement positive, et en f' et en f seconde de c, hein, donc on passe d'un signe d'une pente négative à une pente positive. On passe d'une pente négative à une pente positive pour une fonction qui est dérivable, qui est continue. Donc forcément, on passe par 0. Et donc forcément, on a un minimum local. Et mieux que cela, ce minimum local, il est strict. Hein. Il est tout seul. Hein. F' de c plus h, il sera toujours pour n'importe quel h strictement plus grand que 0, on aura f' de c plus h qui est strictement plus grand que 0. Donc on aura à droite de c, on aura toujours une pente strictement positive. On n'aura pas du plat à droite de c, on aura de la croissance. De même à gauche de c, on aura toujours de la décroissance, quel que soit le h. Il n'y aura jamais de plat pour h strictement plus grand que 0. On aura f' de c plus h qui est plus petit, strictement plus petit que 0. Par conséquent, la dérivée n'est nulle, si vous voulez, que en C. Et donc, on a le minimum local, mais en plus strict. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça c'est la démonstration. Hein, c'est la démonstration de ce point-là. La démonstration de ce point-là est donc donnée ici. Et de manière similaire, on va pouvoir donner ici aussi, si vous voulez, une démonstration du même type. Hein, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est la même chose et c'est fastidieux. Et maintenant, quand on a f seconde de c qui est égal à 0, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, je voulais quand même donner un petit exemple de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce que c'est? On va prendre, pour ce point-là, regardez, pour ce point-là, j'ai envie de dire, regardons x4, regardons moins x4 et regardons x3. Quelle est la dérivée de x4, la dérivée seconde de x4 en 0? C'est 4x cube pour la dérivée première, donc 4 fois 3, 12x carré. Pour moins x4, la dérivée seconde, c'est moins 12x carré. Et pour x3, la dérivée seconde, dérivée première, c'est 3x carré, donc dérivée seconde, c'est 6x. Donc 3x carré, 6x pour la dérivée seconde. Donc les 3 sont 0 en x égale 0. Donc en c qui vaut x qui vaut 0, j'ai ces trois fonctions qui ont une dérivée seconde, hein, 12x carré, ou ça fait 0 en x égale 0, moins 12x carré, ça fait 0 en x égale 0, et 6x, ça fait 0 aussi en x égale 0. Ma dérivée seconde, donc, est nulle, toujours, pour ces trois fonctions. Oui, mais x4, ça ressemble à quoi, x4? x4, ben, c'est une fonction, vous savez, une fonction en bol. C'est une fonction qui est comme ça. Moins x4, ben, c'est la même mais renversée, c'est un bol renversé. Moins x4, c'est un bol renversé. Et ça vaut 0 ici, ça vaut 0 en 0. Les deux valent 0 en 0. Et x cube, ça marche comment x cube? Bah x cube, donc ici on a 0, hein, je vais remettre 0 partout ici, comme c'est l'origine des axes. Hein. Voilà, ça c'est x4, ça c'est moins x4. Et puis x3, lui, je vais quand même aller voir aussi ce que c'est x3. x3, je vais le mettre là. x3, ben, quand x est positif, on a une croissance comme ça. Et quand x est négatif, on a quelque chose comme ça qui se passe. Ici, on a x. Voilà la fonction x cube. Voilà x cube. Et vous voyez, dans ces trois cas-là, j'ai f seconde de c qui est égal à 0, c'est ce qu'on vient de voir. Mais dans ce cas-ci, x4, ben, en 0, on a un minimum,
pour moins x4 en 0, on a un maximum. Et pour x3 en 0, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a ni un maximum ni un minimum, on a un changement de concavité. On verra, c'est un point d'inflexion. Mais en tout cas, voilà donc un exemple où vous avez trois fonctions. Leur dérivée seconde au point 0, c égale 0. Les dérivées secondes valent toutes 0. Et pourtant, on a une fois un maximum, une fois un minimum et une fois un point d'inflexion, un changement de concavité, là, hein. Une dérivée seconde qui va changer de signe à cet endroit-là. Et donc, c'est un point d'inflexion, c'est ni un maximum ni un minimum, ça. Voilà donc pourquoi j'ai un point d'interrogation ici, puisque je ne sais pas ce que c'est. Par contre, on sait donc que quand on a stricte positivité en ce point C stationnaire pour une fonction qui est deux fois dérivable et ce point C qui est intérieur, alors à ce moment-là, on a un minimum local strict, et quand on a cette dérivée seconde qui est strictement plus petite que 0, pour ce même point C intérieur stationnaire avec une fonction qui est deux fois dérivable sur l'intervalle i, sur un petit intervalle i en tout cas, eh bien on a C qui est un maximum local strict.